La première partie de notre questionnaire visait à recueillir des données relatives aux personnes ainsi qu'aux emplois qu'elles occupent. Il s'agissait pour nous de pouvoir objectiver celles qui représenteraient par la suite des variables pertinentes. Elles nous permettent aussi d'éclairer la représentativité de notre échantillon et d'en identifier les éventuels biais. Pour cela, nous avons pris en référence la dernière enquête DRESS relative aux professionnels du social, parue en 2018. 660 personnes ont répondu à notre questionnaire en moins de 5 semaines seulement. Le travail social est un secteur largement féminisé, à hauteur de 90% des professionnels. Notre échantillon est quant à lui composé de 22% d'hommes. Une légère surreprésentation masculine qui peut s'expliquer par la part élevée des professionnels de l'encadrement parmi nos répondants. En effet, en 2014, 25 900 professionnels exerçaient des responsabilités d'encadrement de l'intervention socio-éducative, soit 3,6% des professionnels, sans précision de genre. Quelques années avant, la mission analyse stratégique synthèse et prospective de la DGCS identifiait toutefois que ces cadres étaient composés pour 61% de femmes et 39% d'hommes. Elle relevait déjà de fortes disparités en fonction des champs d'intervention. Si les cadres sont près de 29% en collectivité territoriale et 28% exercés en établissement pour personnes âgées, ce sont les secteurs où la disparité semble d'autant plus élevée que les femmes y sont les plus représentées parmi les professionnels. Dans son étude, le travail social toujours une affaire de femmes, focus sur l'encadrement, Véronique Beyer démontre combien ces fonctions sont toujours plus facilement accessibles aux hommes, plus nombreux donc à les exercer, malgré une féminisation progressive. Sur l'ensemble des cadres, elles représentent aujourd'hui environ 65%. Parmi les 322 cadres participant à son enquête, 68,3% sont des femmes, contre 31,7% d'hommes. Elles accèdent à ces postes généralement après la formation qui leur octroie la légitimité des fonctions, quand les hommes sont les plus nombreux à être déjà en poste en entrant en formation. Véronique Beyer identifie aussi que la disparité porte aujourd'hui sur le niveau de responsabilité. Quel que soit le secteur, elles deviennent minoritaires dans les fonctions de direction et direction générale. Deux autres biais sont à soulever qui contribuent à expliquer aussi cette différence. D'une part, la sous-représentation des métiers de proximité, premier niveau de qualification, exercé majoritairement par des femmes. Si ces métiers représentent actuellement 75% des professionnels sur le terrain, ils ne sont que 10% de nos répondants. D'autre part, l'enquête DRESS rappelle que les métiers éducatifs sont les moins féminisés. Si ces professionnels de l'accompagnement de niveau 5-6 sont en réalité 20% des professionnels, ils constituent 56% de notre échantillon. Ces décalages avec les réalités professionnelles soulèvent un questionnement quant aux raisons qui ont intéressé les professionnels à se mobiliser pour une étude consacrée concrètement à l'attractivité des métiers. Une autre donnée était pour nous essentielle à recueillir, la dimension générationnelle étant largement posée comme une des explications possibles aux évolutions sociales. En effet, les discours sur les jeunes professionnels semblent largement répandus, y compris dans notre secteur, notamment concernant leur rapport au travail. L'étude Les jeunes et l'entreprise de la Fondation Jean Jaurès fait ressortir les inquiétudes des 18-24 ans qui influencent leurs attentes. Elle met en exergue qu'ils sont 43% à attendre avant tout de leur premier emploi un moyen de subsistance. Et la même proportion souhaite disposer d'un emploi bien rémunéré. Et questionner aussi leur niveau d'engagement, alors même qu'une précédente étude de la même fondation, Les Français et l'engagement, fait état d'un changement de forme de cette notion qui s'avère par ailleurs sociétale plutôt que générationnelle. Nous pourrons ainsi, dans la suite de la présentation de notre démarche, mesurer si leurs analyses se retrouvent aussi dans notre secteur d'intervention, même si en réalité dans notre échantillon, les moins de 30 ans ne représentent que 13% des participants. Il nous est donc apparu nécessaire de nous intéresser aussi à la donnée relative à l'expérience en objectivant l'ancienneté dans le secteur. Nos participants sont expérimentés, puisque plus de 53% d'entre eux ont déjà plus de 10 ans d'ancienneté dans le secteur. Pour rendre visible la mobilité professionnelle, nous l'avons croisée au niveau diplôme. Les professionnels âgés de plus de 45 ans sont majoritaires dans les métiers de l'encadrement, associés au diplôme supérieur.
En effet, l'entrée dans ces fonctions s'inscrit souvent dans une continuité de parcours ou dans le cadre d'une reconversion. Elle reste peu ouverte aux professionnels de moins de 30 ans. Pour autant, il est possible qu'une dynamique différente se mette en place progressivement avec la multiplication des masters et l'ouverture des formations à l'apprentissage. La moyenne d'âge est aussi plus élevée parmi les professionnels de l'accompagnement de proximité. Intégrant souvent la formation dans le cadre d'une reconversion, ils disposent déjà d'une carrière ou d'un parcours intérieur. Les professionnels les plus jeunes sont plus nombreux à disposer d'un diplôme de niveau 5-6. Dans une poursuite d'études, ils entrent en formation post-bac. Nous mesurons déjà à ce stade qu'il est complexe de déterminer réellement quelles données constitueraient des variables, tant celles liées à l'âge, à l'ancienneté ou au niveau de diplôme semblent parfois intrinsèquement liées. Sur les 1,3 million de professionnels du travail social, un tiers d'entre eux exercent dans le secteur médico-social, représentant dans notre étude 36% des répondants. C'est le seul secteur qui est représentatif de la réalité de terrain. En effet, on note une forte surreprésentation de la protection de l'enfance, correspondant à 30% de notre échantillon, alors même que les professionnels exerçant la mise en œuvre de ces mesures, à l'exclusion de l'aide sociale à l'enfance, représentent seulement 5% selon les chiffres de l'adresse. Ce biais tient essentiellement au contexte qui a conduit au démarrage de notre démarche en lien avec l'Association nationale des maisons d'enfants à caractère social. Pour autant, d'autres secteurs sont peu ou mal représentés. Les catégories proposées n'ont pas réellement permis aux professionnels de la petite enfance, représentant pourtant 8% des professionnels du travail social, de s'identifier. Il en va de même pour les 21% des travailleurs sociaux de l'action sociale que nous ne retrouvons pas clairement dans notre échantillon. Les types de structures ne font pas l'objet d'une évaluation générale de l'adresse. Il est donc difficile de mesurer leur représentativité. Nous notons quand même que 7% des répondants ne sont pas parvenus à situer la forme de l'organisme gestionnaire, confondu souvent avec le type d'établissement. Nous verrons par la suite qu'elle peut toutefois s'avérer une variable intéressante à analyser, et ce d'autant plus que la Cour des comptes prépare pour l'été un rapport sur l'accompagnement social général qui abordera aussi les conditions d'emploi et les enjeux d'attractivité pour les professionnels des collectivités territoriales et institutions publiques. En nous projetant dans une prochaine étape de cette étude, nous souhaiterions mieux identifier le parcours des professionnels qui disposent d'expériences variées dans différentes structures, auprès de différents publics et parfois dans différentes fonctions, en lien avec une complémentarité de diplômes obtenus tout au long de leur carrière. C'est ainsi que nous pourrons questionner le rôle de la formation dans les enjeux que nous traversons.